Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Dans le cadre de la semaine ou perpétuellement du devoir de mémoire, aujourd'hui je souhaite donner la parole à Meïra Barrère, à qui je dis avant tout bonjour Meïra. Bonjour Monique. Il faudrait presque que je te dise Boker Tov Meïra. Nahon Monique, alors Boker Tov. Boker Tov, voilà. Alors, Meïra nous arrive avec un livre poignant, un témoignage. Je vais tout de suite vous montrer la page de couverture. J'espère que l'image va être cadrée. Oui, on voit notamment le bas avec le titre surtout, et puis voilà. L'arbre. Alors, je rappelle le titre, Comme un tison sauvé du feu, aux éditions Les Trois Colonnes, avec un dessin magnifique de notre ami Yoël Benaroche en page de couverture. Et tout de suite, je vais dire à Meïra une expression, un mot-clé. D'accord ? Si je te dis, Meïra, opération vent printanier. Oula, tu commences fort là. Hein. Eh oui. Eh oui. Alors écoute, si tu me dis opération vent printanier, c'était le mot de code de la rafle du Veldiv qui a eu lieu le 16 juillet 1942. Voilà ce que me dit ce mot de code. Voilà. Alors justement, donc Meïra a 9 mois lors de la rafle du Veldiv. Et j'aimerais que tu racontes un petit peu, parce que j'ai été vraiment très très émue par ton sauvetage et celui de ta maman, mais malheureusement le maintien au Veldiv de ton papa. Et de mes grands-parents. Alors écoute, alors tu sais, la première chose que je peux dire, c'est que ce que je vais raconter sur la rafle du Veldiv, de laquelle effectivement j'ai été une petite rescapée de 9 mois, c'est que bien sûr, je n'ai aucun souvenir personnel puisque je n'avais que 9 mois. Et tout ce que j'ai appris sur ça, je l'ai su beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, puisque ma mère, donc, qui avait été rescapée avec moi, n'en parlait jamais. Tout ça, je l'ai su donc beaucoup, beaucoup plus tard, grâce à ma sœur aînée, qui, elle, a pu me donner ces informations qu'elle avait recueillies par bribes de la part de ma mère, parce que ma sœur aînée a donc 9 ans de plus que moi, et pouvait poser des questions à ma mère, alors que moi, je ne pouvais pas. Alors voilà ce qui s'est passé. On habitait à l'époque à Paris, Faubourg Saint-Martin, pour ceux qui sont familiers avec Paris. Le Faubourg Saint-Martin, c'est un grand faubourg qui se trouve proche de la gare de l'Est. Et donc, on habitait à cette adresse. Et il se trouve que peu de temps auparavant, les Juifs de Paris et de la région parisienne avaient été sommés de se présenter au commissariat pour se faire recenser. Donc la plupart des Juifs l'avaient fait parce qu'ils voulaient surtout obéir à la loi et ne pas être des contrevenants, puisqu'à ce moment-là, c'était déjà très difficile pour eux. Et donc mon père est allé se faire recenser au commissariat, il a déclaré notre adresse, les enfants, c'est-à-dire à l'époque ma sœur aînée et puis mon frère et ma mère qui était enceinte de moi, tu vois. Voilà. Et on a eu vent de la rafle peut-être un jour avant, parce qu'il y avait toujours beaucoup de rumeurs qui circulaient. Et mon père avait appris qu'il devait y avoir cette fameuse rafle le 16 juillet. Donc, il a quitté l'appartement se disant que, bien sûr, si effectivement il y avait une rafle, on prendrait les hommes et pas les femmes et les enfants. Donc, c'est ce qu'il a fait, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque la police française est venue nous arrêter, ma mère et moi, et j'avais donc à l'époque 9 mois, pour nous emmener. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas resté vraiment à 100% le émet, c'est-à-dire ce qui s'est passé vraiment, parce qu'il y a toujours eu un doute là-dessus. Et est-ce que la police française nous a d'abord emmenés au commissariat et ensuite au Veldiv, ou directement au Veldiv? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Ce que je sais, par contre, c'est qu'on a été emmenés, ma mère et moi, donc je vais continuer à dire le Veldiv, puisque c'est ce qui m'a été dit le plus souvent par ma sœur, justement.
Et donc, on a été emmené au Veldiv, où là, c'était évidemment, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'était en plein mois de juillet. Il faisait une chaleur abominable, abominable. Il n'y avait pas de conditions d'hygiène, il n'y avait pas d'eau, il y avait des vieillards, il y avait des blessés, des malades, des enfants, des parents complètement hébétés, ne sachant pas ce qui se passait. Et qu'est-ce qui s'est passé par contre? Mon père est allé à la maison et les voisins lui ont appris ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'a fait mon père? Il s'est rué au commissariat, effectivement, parce que ne sachant pas, même pas ce que c'était le Veldiv, il est allé au commissariat et du commissariat, on l'a embarqué tout de suite pour l'amener au Veldiv avec d'autres juifs certainement qui étaient déjà présents. Mon père, quand il est arrivé au Veldiv dans ce capharnaüm épouvantable, nous a retrouvés. Il a retrouvé donc ma mère et moi, et il a aussi retrouvé mes grands-parents, qui étaient donc les parents de ma mère. Et moi, je braillais, et je braillais, et je braillais, puisque c'était déjà, il faut le croire, ma personnalité de brailleuse depuis le départ. Et je braillais tellement qu'un gendarme ou un policier ou enfin quelqu'un qui pouvait prendre des décisions a dit à ma mère, écoutez, sortez, elle a soif, elle a faim. Et il lui a fait comprendre donc de ne pas revenir. Il s'est tourné vers mon père et il lui a dit, monsieur, vous n'accompagnez pas votre femme? Et qu'est-ce qu'a répondu mon père? Mon père a répondu, écoutez, je ne peux pas laisser mes beaux-parents. Mes beaux-parents étaient pour l'époque déjà très affaiblis, âgés, même s'ils n'étaient pas réellement, comme on pourrait dire maintenant. Et mon père a répondu au policier, non, je ne peux pas laisser mes beaux-parents. Évidemment, mon père ne pouvait absolument pas se douter de ce qui allait se passer. Donc ma mère et moi, on est sortis du Veldiv. Mon père est resté avec mes beaux-parents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à Drancy et de Drancy à Auschwitz, direct, ce qu'on appelait à l'époque Pichipoy. Et voilà ce qui s'est passé avec ce jour du 16 juillet 1942. Donc ma mère ne pouvait pas rentrer à la maison parce que les scellés avaient été mis. Donc elle a trouvé refuge chez quelqu'un qui n'était pas juif, mais qui était un ami, un copain de ses frères, et il lui a ouvert sa porte, et c'est comme ça que ma mère et moi avons été sauvés du Veldiv. Voilà ce que je pouvais te raconter sur ce que j'ai appris beaucoup plus tard. Les trois enfants, donc Annette, ta sœur aînée, Jacques Oui, et toi, vous oui, avez été placés dans des familles à la campagne. tout à fait, ouais. Je crois que tu as pas mal de choses à dire sur les différentes familles parce que ça ne s'est pas toujours très très bien passé. Ça n'était pas vraiment ce qu'on pouvait souhaiter pour des enfants réfugiés. Et est-ce que tu souhaiterais surtout parler de ton retour? Parce que, à la limite, c'est vrai que il y aurait de quoi faire un livre sur ce que tu as appris après de tes souvenirs des familles où tu as été placé. Mais à ton retour, alors, le retour au bercail. Alors voilà, oui, je pense que c'est pas la peine de s'étendre très longtemps pour cette partie de ma vie d'enfant caché, puisque c'est ce que j'étais. J'étais seule, mon frère et ma sœur aînée étaient cachés ailleurs dans le Loiret, dans une famille de paysans, où ils ont été, eux, bien traités, ce qui n'a pas été mon cas dans les différents endroits où j'étais et dans les différentes familles où j'ai été placée. Donc, pour résumer, je dirais que ce ne sont que pour le petit enfant que j'étais, ce n'était que l'abandon, la solitude et la peur et l'attente de ma mère. Voilà, puisque voilà, c'est ce que j'ai vécu pendant cette petite enfance d'enfant gâché. À la fin de la guerre, donc à la libération, ma mère nous a récupérés et on est retourné au 134 Faubourg Saint-Martin. Et mon père n'était pas là, mais à la place de mon père, il y avait un homme que j'appelais papa, mais je savais quelque part en moi qu'il n'était pas mon père. Et j'avais un petit frère nouveau et qui était bébé, donc on a aussi, il était tout petit puisqu'on a aussi 3 ans et demi d'écart, et qui était donc mon petit frère qui était né donc entre-temps. Donc on pourrait imaginer qu'après cette période-là,
les familles qui se retrouvaient, les enfants qui retrouvaient leurs parents quand il en restait. Il y a beaucoup qui ne retrouvaient ni père, ni mère, ni grands-parents. Moi, j'étais demi-orpheline puisque mon père n'était plus là. Mes grands-parents, je ne les ai jamais connus, donc je n'ai jamais connu ni mon père, ni mes grands-parents. Ma mère avait un jeune frère qui s'appelait David, qui lui avait 18 ans et qui a été déporté, lui, par le convoi numéro 6. Et je voudrais aussi parler de l'autre frère de ma mère, qui était son frère aîné, qui lui n'a justement pas été déporté, s'était engagé dans la résistance, dans la MOI. Ce qui était la MOI, c'était le mouvement des immigrés qui n'étaient pas français. Donc il était dans la résistance dans le Vercors avec la MOI, mais il a été dénoncé par la milice certainement, et il a été fusillé peu de temps après la libération et la victoire donc, de la France. Donc même sans avoir été déporté, il est quand même mort. Voilà, donc c'est ce que je voulais quand même évoquer au niveau de ma famille. Et ce qui s'est passé donc au retour, c'était pas du tout le bonheur de retrouver au moins une mère, une sœur et des frères, oui. Mais il faut savoir que les familles de l'après-guerre étaient, donc qui ont vécu ça, ce qui en restait, elles étaient à peu près toutes ce que j'appelle dans mon langage à moi, parce que je trouve que c'est ce qui se décrit le mieux, elles étaient complètement zinzin. C'est-à-dire que tout ce qui s'était passé, ça ne peut pas aboutir à des gens normaux. Ma mère avait perdu son mari, elle avait perdu ses parents, elle avait perdu son mari, et il lui restait donc nous. Mais ma mère était déjà très, très, comment dirais-je, perturbée au niveau moral. Et ce qui s'est passé n'a fait qu'accentuer ce qu'elle était déjà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a rejetée. Elle avait une incapacité totale de m'aimer. Bon, ça, je l'ai réalisé beaucoup, beaucoup plus tard. À cause de quoi? Mais à l'époque, évidemment, j'étais toute petite. Et le fait d'avoir une mère qui ne m'aime pas, qui me rejette, c'était quelque chose en plus déjà de tout ce que j'avais vécu avant. Même si j'avais quelques bribes de souvenirs, mais j'ai des souvenirs jusqu'à maintenant, ce que j'appelle les souvenirs des souvenirs des souvenirs. C'est comme si la mémoire avait enregistré toutes les époques dans des archives, on peut dire. Voilà. Et j'ai énormément souffert de cette rejet de ma mère pendant toutes ces années-là. Je peux affirmer que je n'étais pas la seule à vivre ça. Beaucoup d'enfants, après la libération, ont vécu la même chose. Et beaucoup d'enfants, après la libération, avaient des sentiments d'affection et de tendresse et de ne souhaiter qu'une chose, c'était de retourner chez les familles d'accueil, parce que là, ils s'étaient sentis libres, aimés, enfin, ce qui n'était pas du tout le cas quand ils retrouvaient des parents, ce que j'appelle zinzin, quand il en restait, quoi. Améra, tu t'es réfugiée dans la lecture. Ah oui, depuis, même quand j'étais enfant caché, à la campagne, j'allais à l'école, et à l'époque, il y avait des divisions où les petits et les grands étaient dans les mêmes classes, et donc les petits pouvaient déjà apprendre de ce qu'on enseignait aux grands. Et moi, c'était mon refuge, c'était la lecture, donc j'ai appris à lire très, très, très jeune, à l'âge de 4 ans, je lisais complètement couramment, et je lisais absolument tout ce qui me passait sous la main, tout ce qui me passait sous la main, je lisais. Et voilà, ce qui fait que quand j'ai été à l'école, donc à Paris, j'allais à l'école et j'allais encore à l'école maternelle, et le cours, la maternelle et les cours préparatoires de la grande école, c'était tout un complexe scolaire, et les maîtresses étaient tellement hallucinée de voir comment je pouvais lire si bien à cet âge-là. Un jour, un inspecteur est passé, elle lui a dit, et il m'a emmené dans la grande école, au cours préparatoire, au cours élémentaire, je ne sais plus si ça devait être préparatoire, parce que j'étais toute petite, et me faire lire devant tous les enfants pour dire, vous voyez, elle sait lire couramment. Voilà, ça c'est un souvenir qui s'est ancré. Donc le bonheur de découvrir la lecture, de te plonger, de te réfugier dans la lecture, et malheureusement, tu n'as pas pu poursuivre tes études puisque
ta mère et son deuxième mari déménagent, vont sur la butte Montmartre, changent de métier car ta maman était fourreur, elle devient boulangère et elle t'annonce que tu dois absolument les aider et tu deviens la porteuse de pain du quartier. Alors, Tout à fait. là, tu dois avoir des souvenirs magnifiques parce que c'est un quartier très artistique, très bohème. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, oui, effectivement, j'étais la porteuse de pain. Il y avait un film, le titre d'un film qui s'appelait comme ça, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Mais comme je me tapais ce que j'appelle les escaliers de la butte plusieurs fois par jour, parce qu'on livrait tous les cabarets de la place du Tertre avec le pain dont ils avaient besoin, puisque c'était tous des restaurants. J'avais un grand panier donc avec des baguettes et je livrais tous les cabarets de la place du Tertre. Je me tapais les escaliers de la butte avec mon panier sur le côté. Je commençais par le coucou, pour ceux qui ont connu ces années-là, peut-être qu'il existe encore toujours. Je passais par le coucou, chez la mère Catherine, au clairon du chasseur. Il y avait aussi des noms de cabarets dont je ne me souviens pas, mais il y avait aussi Patachou qui à l'époque avait ouvert un cabaret et qui débutait. Donc j'étais connue par tous les cabarets et tous les peintres de la place du Tertre, parce qu'une fille de mon âge qui passait, qui se trimballait avec ses paniers de pain, qui rentrait, qui sortait, et les touristes, c'était pas quelque chose de très courant. Et les peintres, ah ben oui, mais c'est la porteuse de pain. Donc, et moi, voilà, j'avais toujours quand même un moment à chaque fois, je m'arrêtais dans les cabarets, pas chez tous. Je pouvais discuter aussi bien avec les serveurs qu'avec les patrons. Et c'était les moments de liberté que j'avais de la boulangerie. Et c'était très sympa. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait, quoi. Par contre, je voudrais quand même revenir, Monique, sur quelque chose que tu n'as pas mentionné, sur l'après-guerre. C'est que ce que je ne trouvais pas à la maison auprès de ma mère, je le trouvais à la CCE, qui était la Commission centrale de l'enfance, qui dépendait de l'UJRE. L'UJRE, c'est l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, tous communistes, mais qui ont été et avant-guerre et pendant la guerre dans la résistance, et qui, après la guerre, se sont beaucoup, beaucoup occupés des enfants orphelins, que nous étions, aussi comme Lozé. Et là-bas, j'étais une petite juive, j'étais une fille de déportée comme tous les enfants qui étaient là. On se ressemblait, on était pareil, on était tous dans des familles ou pas de famille, mais on était là, on nous aimait, nos moniteurs avaient vécu les mêmes trucs que nous, ils avaient peut-être 17-18 ans, et là-bas, ça n'avait rien de religieux, tous communistes, et ce qu'on nous enseignait, c'était, on nous montrait des films sur des kolkhozes en Russie, l'idéologie communiste, on apprenait le yiddish, on avait des soirées sur Hanouka avec des beignets, et toute l'année, on se préparait pour un spectacle à la salle Pleyel, et sur Purim, où on était déguisés, c'était extraordinaire. Donc, on apprenait à lire et à écrire en yiddish. On n'avait aucune idée de ce que pouvait être un enseignement religieux, la Torah complètement inconnue, le Shabbat complètement inconnu. Mais là, je rebondis. Mais on était juifs. Voilà. Et voilà. Là, tu découvres, par contre, avec l'arrivée des rapatriés en 61 dans le quartier, tu découvres aussi bien le monde séfarade que tu ne connaissais pas, et vice-versa. Eux ne connaissaient pas le monde ashkénaze. Et tu découvres Shabbat. Eh ouais, je découvre pas Shabbat à cause de l'allumage des bougies. Ça, non. Je découvre Shabbat et les juifs séfarades, parce que c'était un terme qui m'était complètement inconnu. Moi, je croyais que tous les juifs étaient comme nous, comme moi. On était tous venus de Pologne, de Russie, de Roumanie, de Hongrie, ce que je sais. Tout le monde parlait yiddish et tout le monde avait plus ou moins de la famille qui avait été déportée. Alors, c'est pas du tout pareil. Et ces juifs-là, ils étaient totalement différents de nous. D'abord, ils étaient heureux, ils chantaient, ils avaient des rabbins, ils avaient des traditions. Et le vendredi, c'est comme ça que j'ai connu Shabbat, ils venaient acheter de la pâte à pain. Ensuite, ils revenaient avec des plaques qu'on pouvait mettre dans le four où on cuisait le pain, avec des espèces de couronnes tressées, avec des pizzas. Et ils disaient tous, voilà, les couronnes tressées, ça s'appelait des chalotes, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là.
Et les pizzas, c'était pour évidemment nourrir, parce qu'ils étaient très nombreux, contrairement à nous. Et tout ça, c'était en vue de Shabbat. Donc moi, je découvrais tout ça et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance! Ils ont le soleil dans le cœur, on voit qu'ils aiment chanter, ils ne sont pas comme nous dans leur coin où on doit se cacher, parce que moi, à l'école, j'ai vécu l'antisémitisme. Hein. Même à l'école, même au cours préparatoire, j'ai connu l'antisémitisme. Et eux, mais ils ne cachaient pas du tout qu'ils étaient juifs. Tu comprends? Ça, c'était tellement différent. Ah, justement, on va y revenir parce que tu découvres cette joie du monde séfarade à tel point que tu as choisi un mari. Mais avant ça, on va, quand même parler, on va quand même parler de ton passage en Angleterre en tant que jeune fille au père, parce que c'était une façon pour toi de fuir un petit peu certains problèmes et surtout l'amour de la langue anglaise quand même, parce que tu t'y es mise à fond. Eh bien voilà, mais pourquoi je suis partie? D'abord parce qu'il fallait absolument que je fuis ce que j'appelais l'enfer de la boulangerie. Et ce que j'ai donc, n'ayant pas fait d'études, puisque j'ai été obligée d'arrêter mes études pour pouvoir travailler à la boulangerie, j'avais ce manque de ne pas avoir continué mes études. Et pour moi, la seule façon de pouvoir le combler, c'était de me dire, ben, je vais apprendre des langues. Ce qui n'était pas du tout dans les critères de l'époque, de cette époque-là. Hein. Pour une jeune fille juive, j'avais peut-être 16-17 ans, les parents, ce qu'ils voulaient, c'était marier leur fille et qu'à son tour, elle fasse des enfants, des petits juifs, etc. On fera une grande roupa pour leur mariage. Allez, voilà. Moi, je ne connaissais rien de tout ça, mais je savais que pour rattraper ou pour compenser le manque d'études, j'allais apprendre des langues. Et qu'est-ce que c'était que la première langue? C'était bien sûr l'anglais. Donc, j'ai trouvé cette façon de pouvoir partir et en même temps apprendre l'anglais grâce à cette situation de jeune fille au père que j'ai trouvée aussi grâce à mes recherches de partout, parce qu'à l'époque déjà, j'avais quand même entendu parler d'Israël et j'avais quand même en tête l'idée de partir en Israël, dans un kibbutz ou quelque chose comme ça. Tu as eu la chance de très bien tomber, tu es tombée dans une famille magnifique à Londres. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, les familles à Londres qui prenaient des filles au père, ce n'étaient que des familles juives. Alors, ils ont été époustouflés quand ils ont vu que moi, j'étais juive et que j'étais fille au père, parce que c'était incompréhensible pour eux. Toutes les jeunes filles juives ne pouvaient pas être évidemment jeunes filles au père, bien sûr. Et donc, comme ça, par contre, j'ai appris ce que c'était que Shabbat, l'allumage des bougies, les chalot, justement, et puis le fait d'aller à la synagogue. C'était tous évidemment des juifs ashkénazes qui n'avaient pas du tout connu ce que nous, on avait connu en France, puisque l'Angleterre n'avait pas été occupée par les nazis. Ils avaient subi évidemment les bombardements et tout ce qui s'est passé pendant la guerre et la peur de ce qui allait se passer. Mais les Juifs n'avaient pas été déportés d'Angleterre. Donc, c'était des Juifs ashkénazes, beaucoup plus pratiquants que, évidemment, les Juifs ashkénazes qui étaient en France, et ils faisaient les fêtes. Rosh Hashanah, tout le monde allait à la synagogue. Yom Kippour, tout le monde jeûnait. Et ils étaient en famille, c'était la fête, etc. Mais moi, c'est une découverte extraordinaire. Et là, petit à petit, c'est ce qui m'a déjà reconnecté de façon concrète à mes racines et à mon identité, parce que mon identité, elle était en moi et depuis toujours, mais concrètement, je ne la vivais pas. Et là, je l'ai vécu avec cette famille anglaise, effectivement. Et alors là, de retour d'Angleterre, tu pars en vacances à Cannes avec ta famille. Oui. En souhaitant reprendre l'étude, cette fois-ci de l'italien, mais, tout à fait. Mais l'amour s'est engagé quelque part et Meira se retrouve amoureuse d'un jeune homme israélo-séfarade. Tout à fait. Alors là, écoute, c'était un jeune homme qui non seulement était séfarade, puisqu'il était marocain d'origine, mais surtout, il était israélien. Et il avait déjà fait la guerre, parce qu'il était parti très très tôt au Maroc, comme la LIA qui s'est fait dans les années du Maroc, quand l'alliance israélite a vu qu'il fallait que les juifs marocains les juifs d'une façon générale, mais surtout les Marocains à cette époque-là, a envoyé des bateaux de l'Alliance pour faire venir ces juifs marocains très jeunes, 14-15 ans, qui étaient des ados,
et qui passait par la France et ensuite partait en Israël. C'est ce qui s'est passé. Nahon, voilà, l'Aliat Noir. Et donc, c'est ce qu'il, lui, il a vécu, ce qui fait qu'il est arrivé en Israël très jeune et qu'il a participé déjà à une première guerre. C'était la première guerre de 56, je pense. Il était dans les chars, exactement. Il était dans les chars. Et moi, j'ai vu des photos de lui, c'était tellement magnifique. Et tellement, en plus, il était très beau. Et évidemment, moi qui n'étais qu'une petite jeune fille juive qui n'avait rien connu, qui venait d'Angleterre, et qui ne rêvait que d'une chose, quand je n'étais pas partie en Israël, c'était quand j'avais 14-15 ans de partir en Israël, là je ne pouvais pas faire autrement que de tomber amoureuse. Donc j'ai laissé tomber l'Italie, l'apprentissage de l'italien, alors que j'avais déjà une famille donc à Rome, et où j'aurais continué mon apprentissage de la liberté. Je voulais faire le tour du monde et apprendre le maximum de langues possible. La liberté, c'est avec l'apparition de l'amour, et ce couple se forme, se marie, né donc, à la synagogue. À la synagogue. À la synagogue. Tournelle, hein, je crois. Tout à fait, la synagogue des Tournelles. Ouais. Et arrive le petit Samy. Oui, le petit Samy. Et ben oui, tu te rends compte, pour moi qui n'avais pas eu d'amour de la part ni évidemment de grands-parents, puisque les grands-parents, c'est que l'amour pour les petits-enfants. Je n'avais pas eu l'amour de ma mère, je n'avais pas eu de père, donc je n'avais pas eu l'amour de mon père, mais mon père, il était en moi, parce que je savais que s'il avait été vivant, si je l'avais connu, il m'aurait aimé. Et là, j'avais un amour total, c'est-à-dire la naissance de mon enfant à moi. C'était quelque chose qui m'appartenait. Je n'avais pas besoin d'attendre l'amour qui n'était pas venu de ceux qui auraient dû venir, mais c'était l'amour total et inconditionnel de mon fils, mon enfant. Et tu vois, ça réparait tout le reste. À Ben Sheli. À Ben Sheli, exactement. Et ça réparait tout ce que je n'avais pas connu, tu te rends compte? Et on a fait un petit coucou à Samy, mais on fera aussi un petit coucou à Judith après. Après, bien sûr que oui, mais le coucou que j'ai fait à Samy, Judith ne pouvait pas l'avoir, puisqu'on a fait une Brit Mila, tu te rends compte, qui n'avait jamais existé dans ma famille. Donc, on a fait la Brit Mila, à l'époque, donc chez moi. Et mon fils, c'était dur pour moi, je n'avais jamais participé ni assisté à ça. Et donc, on l'a nommé à ce moment-là, Samuel, Shmuel, du nom du père de mon mari qui s'appelait donc comme ça. Et c'était donc, on lui a donné en nom de Brit Mila, Shmuel. Et il était officiellement Samy à l'état civil français. Quelle belle entrée dans l'Alliance! Tout à fait, il est entré dans l'Alliance. Et alors, ce jeune couple, malheureusement, connaît des déboires, vous vous quittez, et quelque part, l'idée de l'Alia persiste en toi. Tu rencontres ton deuxième mari, qui lui est ashkénaze. Tout à fait. Né la petite Judith. Oui. Et tu l'entraînes dans une expérience, tu l'entraînes dans l'Alia. Il accepte, il fait son Alia avec toi, il n'y reste pas, mais tu y arrives. Alors, tout à fait. Tu as fait un grand bond, un grand bond dans le temps, parce que avant le temps qui nous est imparti, voilà. On va parler d'autre chose. Encore. Bien sûr. Donc, effectivement. Tu as monté à Jérusalem. Oui, ma montée à Jérusalem, parce que j'ai effectivement fait mon alia, mais d'une façon complètement différente de ceux qui font leur alia, puisque quand je suis venue, je faisais mon alia, je ne savais absolument pas ce qui m'attendait après. Ce que je savais, c'est que mon mari n'avait aucune intention de la faire. Lui, on a fait une alia de couple parce que la chalière de la Sorte-nous, de l'agent juive à Paris, nous avait dit que quand on est marié, on doit obligatoirement faire une alia de couple, ce qui, je crois, maintenant n'est plus le cas. On est donc partis ensemble, on a fait une alia de couple, et mon mari est reparti, et moi je suis restée, parce que j'allais très mal à cette époque-là. Ça suivait ce que j'ai appelé les années de mort, notamment la mort de ma mère, qui a été une épreuve terrible. Et la seule façon pour moi de me récupérer, de me redevenir ce que j'étais, c'était Israël, où j'avais déjà fait un service militaire volontaire pendant la première guerre du Golfe.
Et là où j'avais vraiment ressenti que c'était ma terre et qu'un jour, je reviendrai sur cette terre. C'est ce qui s'est passé quelques années après, comme tu dis. Donc, mon mari est parti, je suis restée et écoute, j'ai traversé seule tout ce que j'avais à traverser. Mais c'était extraordinaire parce que j'ai fait l'Ulpan. Je vivais comme une étudiante que je n'avais pas été quand j'avais 18 ans. Donc, j'étais en colocation. À l'âge que j'avais 55 balais quand même, je le dis, pour qu'on sache que les années avaient passé. Et j'avais 55 balais. Et j'ai vécu comme si j'étais une étudiante de 18 ans. J'allais à l'école, je faisais mes devoirs, j'avais des copains. Tu as rattrapé le temps perdu, en fait. Ah, exactement. J'ai rattrapé le temps perdu. C'est formidable. C'était très difficile, mais je revivais tout ce que je n'avais pas vécu, tu vois. Et ben, je suis restée. L'étude des textes, puisque tu as été élève du Rav Chaim Dinovitz, qui d'ailleurs a tenu à préfacer ton livre. Tout à fait, tout à fait. On pourrait prendre chapitre par chapitre, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Mais ce qui est sûr, je voudrais quand même revenir sur un point qui me semble très important dans le cadre du devoir de mémoire par rapport à ta mère. J'ai été très, très émue par la page où tu décris comment tu te présentais après avoir acheté un cadeau pour ta maman dans le but d'aller la voir à l'hôpital et de lui dire que tu avais enfin compris pourquoi elle se comportait comme ça. Malheureusement, la vie en a décidé autrement, mais cette page est très émouvante. Je tiens à te féliciter pour avoir eu le courage de l'écrire, ce qui n'est pas évident. Mais tu sais, non seulement c'est pas évident du tout, mais je vais te dire que lorsque, même dans la partie de ma petite enfance, quand je devais parler de ma mère, je ne pouvais pas écrire. Donc, je laissais passer le temps et je n'arrivais pas à retourner pour écrire sur ma mère. Et des amis m'ont dit, écoute, tu sais ce que tu fais. Tu sautes toute cette période, tu écris la suite et tu reviendras quand tu en seras capable. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et pour revenir à ce que tu mentionnes là, enfin, quand j'étais arrivée à pouvoir, des années après, réaliser ce qui s'était passé avec ma mère et après une psychanalyse que j'ai faite pendant très très longtemps, il m'a fallu 2 ans d'interruption pour pouvoir aborder ce chapitre, tu vois. C'était pas seulement évident, mais c'était pire que ça, que je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas écrire ce qui s'est passé ce jour-là, tu comprends? Donc, j'y suis arrivée quand même, mais ça a été très, très, très dur. Je pense Oui, que d'avoir participé au groupe de parole de Nathalie Zage a dû beaucoup t'aider. Non, parce que les groupes de parole qui étaient organisés à cette époque-là sur les enfants cachés, c'était dans les années 90, et il y avait différents groupes de parole qui se sont créés à ce moment-là, justement parce qu'on a découvert qu'il y avait eu des enfants cachés. Jusque-là, c'était le silence total. On continuait à être cachés, on n'existait pas. Donc, des groupes de parole se sont créés à Paris et partout. Et moi, je faisais partie d'un groupe de parole d'enfants qui avaient été, comme moi, cachés chez des paysans, parce qu'il y avait ceux qui avaient été cachés dans des couvents, il y avait ceux qui avaient été cachés par l'osée. Donc, moi, je faisais partie de ces groupes de parole-là. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi, qui n'avaient jamais, jamais, jamais parlé à personne de ce qui s'était passé au moment de la déportation de leurs parents, comment eux, à 10 ans, ils s'étaient retrouvés seuls et souvent responsables de leurs petits frères et sœurs, et que les groupes de parole de Nathalie se sont créés beaucoup, beaucoup plus tard, alors que moi, j'étais déjà en Israël, tu vois. Mais ici, il y a des groupes de parole en Israël, justement, des enfants cachés en France pendant la Shoah par une association qui s'appelle Alumim, qui est franco-israélienne. Et c'est là où j'ai participé effectivement à des groupes de parole et où j'avais, moi, un trajet complètement différent, puisque la plupart plus ou moins des gens de ma génération étaient venus tout de suite après la guerre. Ils avaient bâti Israël et ils s'étaient bâtis eux-mêmes en même temps, ce qui, moi, n'était pas mon cas, tu vois. Moi, je ne m'étais pas rebâtie en bâtissant le pays. Mais je me suis rebâtie quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, à un âge où on n'imagine pas qu'on puisse changer et se rebâtir. Alors, je le dis à tous, parce que mon livre, je l'ai aussi fait pour ça, tu vois, Monique. C'est pour la consolation. Pour tous ceux des enfants comme moi, beaucoup sont déjà partis.
certains sont encore là, âgés, parce que je fais partie des plus jeunes, et j'ai fait aussi ce livre pour les consoler, pour leur dire que oui, on avait existé, que oui, on avait été des combattants. On avait combattu pour rester en vie, pour donner naissance à des enfants qui sont devenus juifs à leur tour, faire des familles. Et ce livre, tu vois, ce livre, c'est un livre pour mes enfants, mes petits-enfants, pour la consolation de ceux qui n'ont pas pu être consolés. Je n'ai pu me consoler vraiment qu'à partir du moment où j'étais en Israël, parce que cette terre, non seulement elle console, elle donne de la force, tu vois. Et c'est ce que j'ai trouvé ici. Et justement, c'est ce que je voulais dire aussi, pas seulement pour ce que tu appelles le devoir de mémoire, parce que pour les Juifs, le devoir de mémoire, c'est Zachor. Zachor, ça veut dire que tu transmettras à tes enfants, tu transmettras quoi? La vie, et ne pas être une victime. Parce que dans le devoir de mémoire tel qu'il est vécu en Europe, et notamment en France, on commémore. On commémore les Juifs morts, tout le monde envoie des délégations à Auschwitz, etc. On pleure beaucoup. Mais ça, ce n'est pas le devoir de mémoire au sens juif, au sens de qui nous sommes. Nous sommes, nous, dans la transmission de la vie. Et il n'y a rien de plus important pour le judaïsme que la vie qui est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire passer ce message. C'est pour ça que je voudrais que les jeunes lisent mon livre, leur dire qu'on n'est pas des victimes. On l'a été, oui, on l'a été. Je ne peux que l'assumer. J'ai été une victime, mais j'ai été une victime qui s'est révoltée. Et toute petite, je me suis révoltée. Et quand j'ai commencé à voir qu'à peu près 50 ans après, on se rendait compte qu'on avait existé, d'ailleurs grâce à Chirac, qui a reconnu la participation de Vichy en 95. Et donc, j'avais ça en moi. Je me disais, non, 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 je ne veux pas qu'on ne laisse qu'en France, par rapport à nous, par rapport à ceux qui sont partis, qu'on n'a été que des victimes et que l'on pleure. On a été des combattants, on continue à se battre, et à se battre surtout en Israël, pour ceux qui sont en Israël comme moi, parce que même si je suis venue très tard, je me suis battue aussi ici. J'ai vécu toutes les guerres et je me suis à nouveau engagée dans Sahel, c'est-à-dire l'armée de Tsahal, mais comme volontaire, même en étant ici, même à l'âge que j'avais. Et j'ai participé à tout ça. Tu te rends compte du courage que ça donne de venir sur cette terre? On pleure pas, on pleure bien sûr, puisque évidemment on a toujours des victimes de toutes les guerres et tout ça. Mais on pleure pas pour rien, pour tous ceux qui sont partis. On pleure pour ceux qui sont partis maintenant, mais on sait qu'on a une descendance ici, qu'on est un pays, qu'on a une police, qu'on a notre armée, qu'on ne va pas voir quelqu'un dans la rue qui est attaqué sans bouger. Tout le monde va être là et on va se battre on fait l'armée, jeunes ou vieux, et beaucoup ont l'autorisation de porter une arme, surtout quand ils accompagnent des groupes d'enfants. Et c'est l'obligation d'un port d'armes. Et quand on voit qu'il y a des attentats et qu'il y a un terroriste qui est là pour tuer, avec un couteau ou autre chose, dans les minutes qui suivent, il va y avoir quelqu'un pour le défendre et 10 pour lui tirer dessus, tu vois. C'est ça que je veux faire passer, c'est le message. J'ai presque envie, Mira, de te dire Al tishkachi v'kadima. Toda, Torah Daraba, Monique, j'espère qu'on se rencontrera en vrai ici en Israël, puisque je sais que tu as des enfants ici, et en France, et grâce à toi, j'espère que mon message va être porté et élevé, pas seulement pour les Juifs et pour les jeunes, surtout les jeunes, et les non-Juifs aussi, qu'ils sachent que la vie est au-dessus de tout. Voilà. Mira, justement, je voudrais quand même faire un petit coucou à Nathan. Bien sûr. Hein, parce que quelque part maintenant, Nathan, qui est d'origine roumaine, ne parle pas, enfin balbutie un petit peu en hébreu, démarre, mais tu vas être son professeur. עכשיו את מורה שלו. לא כל כך. לא כל כך. למה? אנחנו מדברים בצרפתית כל הזמן, מוניque. Tu ne peux pas avoir un mari français parler hébreu. J'ai essayé, mais tu sais, tu reviens au français tout de suite. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'il est un pêcheur, pas pêcheur en eau trouble, pêcheur à la ligne, et qu'il a des copains pêcheurs. Il va pêcher à Tel Aviv, bon, évidemment, quand on n'est pas confiné. Oui. Et là-bas, il rencontre des pêcheurs israéliens et il parle, vous, Medaber Ivrit, avec tous les pêcheurs. Ken, Betar. Eh bien, mes frères, je tiens quand même à remontrer encore à l'écran, mais ça va figurer dans le
le film que je vais monter en MP4 du livre. Je conseille à tout un chacun de lire Comme un tison sauvé du feu de Meïra Barrère. Il faudrait même prendre le temps, mais vraiment, sachez que Comme un tison sauvé du feu vient du Talmud. D'accord, absolument. Et on pourrait même apprendre aux auditeurs comment tu es arrivée de Monique à Meïra. Ouais. Laisse faire l'envie de lire mon livre. Exactement. Voilà. Et donc, moi, je dis à Meïra, nous attendons quand même un deuxième livre. La cerise. Oh là là, Monique, alors là, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont lu mon livre et qui me disent tous la même chose. Mais je me dis, mais franchement, mais qu'est-ce que je peux raconter maintenant? Oh, moi, j'aimerais que tu racontes ta vie au puce, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais... Ah, mais ça, c'est dans le premier livre, dans ce livre. Ouais. Oui, non, mais que tu détailles, que tu en fasses vraiment un livre, parce que tu dois avoir plein d'histoires à raconter. Ah ouais. Oh ouais. Hein? Mais là, tu sais, je te dis que de la même façon que j'étais la porteuse de pain à Montmartre, au puce, j'étais la grande chineuse. Voilà. Ouais. Merci Meïra Barrère. Merci beaucoup Monique Lacache. Très heureuse d'avoir pu converser avec toi. Merci. Dans une aussi belle ambiance, malgré nos problèmes techniques, parce que par contre, je ne suis pas du tout technicienne. Mais toi, tu Nbaya, on a trouvé la solution. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Lacache pour Paris Culture et Spectacle. Alors,